bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On espère que vous avez passé une belle journée, que vous êtes en forme pour partager ce moment avec nous. On va parler de Mayotte. On est dans Causement Réunionnais. Et pour en parler, bonsoir Shakila. Bonsoir. Et Amina Djoumoua Liadji. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. On s'était arrêté la dernière fois sur une discussion qui portait sur cette, j'allais dire quelque part, sur la capacité de créer une entité commune et solidaire où tout le monde défend ensemble les intérêts de Mayotte. C'est où en est la discussion, où en est le cheminement? Le cheminement, c'est que après les événements de la mobilisation contre l'insécurité à Mayotte, qui ont réuni les syndicalistes et les associations de défense pour les intérêts de Mayotte, la déclaration par Estelle et les syndicalistes du collectif à la préfecture en une association loi 1901 a fait que les autres associations qui avaient créé le collectif se sont retirées. Gardant toujours le nom du collectif des associations pour la défense des intérêts de Mayotte, mais vraiment tous ensemble et avec les sages de Mayotte. Qui dit sage dit les anciens personnages qui se sont battus pour défendre Mayotte, les fameux Soroda, les hommes et les femmes qui sont avec eux, qui les conseillent, qui le disent, quoi faire comme comment on dit? Le Schengen, ils ont dit ça. Ils ont donné un autre nom. Pour replacer le sujet dans l'actualité, on a eu récemment des violences à Pamandji où plusieurs groupes de jeunes ont débarqué dans les quartiers et ont agressé des gens. Et la préfecture s'est réunie, le CODIM et toute la population qui veulent Le CODIM, c'est quoi? Justement. Le CODIM, c'est l'association qui était à l'origine du collectif. C'est une association qui a été créée dans le sud de Mayotte pour justement défendre les intérêts de Mayotte face à la grande envahissement de l'immigration clandestine, parce que c'est de là que les Kwassa débarquent. Alors, les Kwassa, on va essayer de ne pas être discriminatoire. On va essayer quand même d'apporter quelques informations. Alors, c'est-à-dire l'immigration qui vient des Comores vient surtout d'Anjouan, toujours? Non, pas que d'Anjouan. Avant, oui. Ça venait, les Kwassa partaient d'Anjouan pour Mayotte, mais n'amenaient pas que des Anjouanais. Ils amenaient tous les ressortissants des autres îles de Comores, Moélie, Comores, ont débarqué. Ils venaient tous par bateau, par avion en juin et prenaient le Kwassa vers Mayotte. Mais maintenant, c'est devenu un business international. Vous avez des Africains du Grand Lac, vous avez des Sri Lankais, vous avez des Asiatiques, des Malgaches, des gens qui nous viennent de partout, qui arrivent en juin avec des passeports diplomatiques, enfin pas diplomatiques, mais des passeports normaux. Ils arrivent avec, que ce soit en bateau ou en avion aux Comores. Après, ils arrivent en juin et en juin, ils sont nombreux là-bas entassés. Et maintenant, c'est devenu un business, donc ils sont logés et tout. Et chaque jour, il y a des arrivées vers Mayotte. Et ils arrivent vers Mayotte, mais après, ils partent où? Ils arrivent à Mayotte. Ils restent bloqués à Mayotte. Ils restent bloqués à Mayotte parce que la préfecture a mis un système en place, un système qui nous dépasse, qui me désole, qui me met hors de moi, qui me fait réagir violemment et envers l'État. Parce que ces personnes qui arrivent par Kwassa à Mayotte, sans passeport, sans visa, sans aucune identité sur eux, ils arrivent, ils sont à Mayotte.
Ils sont pris en charge par les associations humanitaires des fois par des familles, puisqu'il y a des arrivées chaque jour. Donc, il y en a qui sont arrivés depuis longtemps. Et ils sont quelque part dans des bangas, vivant dans des conditions vraiment inhumaines et inimaginables, même dans les pires pays du tiers-monde où il y a la misère. On ne voit pas ces choses-là qu'on voit dans ces quartiers créés souvent dans la forêt. Ces gens-là vivent avec l'eau des rivières qui est polluée, avec rien, des trous comme toilettes, vraiment dans des conditions difficiles. Mais, par contre, c'est qu'elle... Magie. La préfecture vend, c'est bien le mot qu'il faut utiliser, des séjours exceptionnellement que pour Mayotte, pour ces gens-là. Ça veut dire, ces titres de séjour-là, ils les payent avec des timbres fiscaux, tenez-vous bien. C'est la première fois que j'entends ça en France. Acheter entre 600 et 800 euros. Même plus, des fois. Sachant que ces gens-là n'ont pas de travail, n'ont pas d'adresse officielle. Ces gens-là, la préfecture sait très bien qu'ils n'ont pas de visa d'entrée, ni de moyens de survie, puisqu'il n'y a pas d'allocation qui les aide à s'installer, ni de centre d'hébergement. Mais on leur vend quand même des séjours avec des timbres à ce prix-là, avec des séjours où ils ne peuvent pas travailler. C'est bien inscrit sur leur récépissé au séjour. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas quitter le territoire de Mayotte pour aller ailleurs. C'est juste pour pouvoir, quand on les arrête, dire voilà, j'ai un titre de séjour. Et moi, dernièrement, j'ai rencontré le préfet de Mayotte avec le collectif. Je lui ai posé la question parce qu'il m'a dit, on va aussi, pour lutter contre l'immigration, poursuivre des gens qui exploitent la misère à Mayotte, ces gens qui arrivent. J'ai dit comment? Il m'a dit, en poursuivant, comme on le fait maintenant, des Mahorais ou des Français ou des Réunionnais installés à Mayotte, en tout cas des Français de nationalité, qui font travailler des clandestins ou qui les hébergent. J'ai dit, dans ce cas-là, le premier à poursuivre, c'est l'État. Parce que quand vous donnez un titre de séjour à une personne, en lui disant que tu as le droit de rester sur le territoire, mais tu ne peux pas travailler pour survivre en sachant qu'il a une famille. Comment croyez-vous que cette personne-là allait vivre? Soit en travaillant clandestinement, soit en volant. Et moi, Maoré, si je dois choisir entre être volé ou faire travailler quelqu'un pour le payer, au moins parce que à savoir que de ce côté-là, l'État aussi est un peu responsable à Mayotte parce que le Maoré lui-même ne touche pas le même SMIC que les autres DOM, ne touche pas le même salaire dans les mêmes fonctions qu'occupent les fonctionnaires de Mayotte, n'ont pas les mêmes salaires que les autres fonctionnaires des autres DOM. Donc, je vois mal un Maoré qui touche le SMIC à 900 ou 1000 euros aller payer un clandestin à 800 ou 900 euros. Vous voyez? Donc, moi, je dis, quand on a des torts, on les assume, mais on ne vient pas taper sur le faible en disant voilà on va poursuivre ceux qui font travailler les petits alors que eux-mêmes ils leur donnent des séjours sans moyen de survie parce qu'aujourd'hui si vous dites ils ne peuvent pas travailler puisque vous les avez régularisés, donnez-leur un moyen de survie, hébergez-les ou donnez-leur une allocation. Mais non, c'est juste vous avez le titre de séjour acheté parce que quand on donne un titre de séjour à 800 euros ou 1200, pour moi c'est vendre. Ça rapporte énormément à l'État et ça fait beaucoup de mal à Mayotte parce que chaque jour, il y en a qui viennent. Et chaque jour, on a plus de 1500 régularisations sur Mayotte de personnes qui ne peuvent pas quitter Mayotte. En connaissant la situation particulière de Mayotte où les écoles sont à peine fréquentables, c'est des petits bangas qui datent des écoles que j'ai fréquentées moi qui a plus de 40 ans, et que ma grande sœur, mes grands frères ont fréquenté, qui n'ont pas changé du tout. Et donc, c'est vraiment les enfants de Mayotte. Je me demande même, parce que dernièrement, on disait que le bac à Mayotte a chuté, c'est le plus faible. Je trouve même que c'est miraculeux qu'on ait eu ce pourcentage-là, vu les conditions d'éducation à Mayotte. La santé, n'en parlons pas. Les gens ne savent plus où aller pour se soigner. On a un seul hôpital pour soigner tous les îles qui nous entourent et les gens qui arrivent. Et c'est saturé. Aussi belle et aussi grand que peut être cet hôpital, on a besoin de 2 ou 3 centres hospitaliers de plus. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui me fait le conseil général? Ils investissent sur un hélicoptère. Parce qu'il faut prendre les gens qui arrivent, parce qu'il faut savoir que dans les côtes mahoraises, chaque jour, il y a au moins
une vingtaine de personnes blessées ou malades graves qui sont débarquées par les Kwassa, tellement que c'est devenu banal. Les forces de l'ordre font des patrouilles pour voir s'il n'y a pas de blessés, comme ils les appellent, blessés sanitaires, des Kwassa sanitaires qui débarquent avec des malades et qui les jettent au bord de la mer en sachant qu'ils vont être récupérés ou en passant des coups de fil anonymes. Voilà, à un tel endroit, il y a un blessé qui vient d'Anjouan. Et donc, ils ont mis un hélicoptère et un endroit pour faire atterrir l'hélicoptère à Mayotte pour qu'on puisse aller récupérer ces gens-là. Mais moi, je dis, cet argent-là aurait pu servir à construire un deuxième centre hospitalier à Mayotte qui en a besoin parce que chaque jour, faites venir ici les gens qui travaillent dans les hôpitaux à La Réunion, les responsables à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Chaque jour, on a des évasans. Des évacuations sanitaires. Chaque jour, on en a des dizaines qui arrivent. Ça coûte énormément d'argent. Les gens, non seulement par leurs propres moyens, ils sont obligés de venir à La Réunion pour se soigner. Chaque jour, pour un simple bilan de santé, vous partez parce qu'il n'y a pas de la place. Vous devez attendre 2 mois pour pouvoir faire une prise de sang. Et pour une simple échographie, des fois, des femmes enceintes qui quittent leur travail, leur île pour aller s'installer en métropole durant toute leur grossesse ou à La Réunion, qui accouchent alors qu'ils aimeraient accoucher chez eux. Ces mêmes personnes qui viennent d'Anjouan ou ailleurs, qui sont évacuées ici, qui remplissent les hôpitaux ici, qui n'ont personne. Tout ça, ça crée des drames. Et actuellement, la situation, elle est explosive. Car d'ailleurs, le comité de défense des intérêts de Mayotte, le CODIM, dont on parlait tout à l'heure, justement, ils font souvent des vidéos. On voit sur les réseaux sociaux, ils font des vidéos. Ils vont les rendre eux-mêmes. On surveiller les côtes. Voilà, exactement. Quand un quoi ça arrive. Et ça, c'est des vidéos qui sont, pour nous, banales. Maintenant, on les voit. On voit le CODIM qui vont filmer ces familles qui arrivent. Monsieur Ramondo, je vais vous parler de la gravité de la situation. Avant, quand moi j'étais à Mayotte, parce que moi, je suis une femme née à Mayotte jusqu'à l'âge de 13-14 ans, en classe de 6e, 5e, je suis arrivée ici, j'ai grandi ici, mais j'ai jamais coupé les liens entre Mayotte et moi. Bon, mes enfants, je les amène jamais, mais moi, je garde toujours ce lien. Quand moi je vais à Mayotte, quand j'allais à Mayotte avant, un Kwassa qui arrive, les gens ne débarquaient même pas sur les côtes. C'était en large, on les laissait, ils se débrouillaient, ils couraient, ils fuyaient, vraiment ils se cachaient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tellement c'est banalisé, tellement c'est organisé, parce que on sait tous, et j'assume en médias, qu'ils ont des complices haut placés à Mayotte. Ils arrivent le jour, la nuit, et vraiment par 20, on a 20 débarquements de Kwassa avec plus de 40 personnes à chaque fois dedans. Et même de la bétail, il y en a qui arrivent, qui amènent leurs bêtes, leurs bœufs, leurs cabris, tout ce qu'il faut, quoi. Qui arrivent. Et qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent? Ils demandent eux-mêmes le numéro de la gendarmerie. Ils se sentent plus en sécurité avec la gendarmerie qu'avec la population. Ils appellent eux-mêmes la gendarmerie. Ils débarquent comme ça en plein jour. Ils appellent. Avant, quand ils arrivaient, ils fuyaient la gendarmerie et les forces de l'ordre. Maintenant, quand ils débarquent, ils prennent le téléphone, ils demandent le téléphone et ils appellent. Ou souvent, ils ont des numéros. Des numéros des associations humanitaires ou des personnages, ils disent appelez un tel ou ils appellent et la gendarmerie vient les chercher et au lieu de les raccompagner, qu'est-ce qu'ils font? Ils les lâchent dans la nature. Sans savoir où ils vont ou peut-être qu'ils savent, on ne sait pas, mais je vous dis que la situation, elle est aberrante à Mayotte. Je n'ai jamais vu ça nulle part. La question du CODIM, mais même parce que des Maoris. Ce n'est pas une question de... Ce n'est même pas une question de racisme, parce que si le Maori était raciste, on n'aurait pas cette situation-là. Aujourd'hui, ça serait réglé il y a longtemps. Il y a des pays où on ferait nous-mêmes la police, les gens, ils iraient. Mais je veux dire, c'est une question d'humanité. Comment un membre de la fonction publique, un policier ou un fonctionnaire, ou l'État elle-même, comment un membre, un gendarme peut amener un clandestin et puis le relâcher sans savoir où il va. Qu'il les amène dans un centre d'hébergement, je peux comprendre. En attendant qu'il fasse une reconduite aux frontières, je peux comprendre. Mais qu'on les lâche comme ça en sachant dans quelles conditions difficiles vivent ces gens-là. Si vous allez à Mayotte et que vous fréquentez ces quartiers, moi-même, je viens d'un village où tout le monde se connaissait, mais maintenant, j'arrive pas à faire le tour de mon village. Tellement ce village-là s'est agrandi dans les alentours avec des quartiers, que des bidonvilles qui sont connus d'ailleurs.
Et les maires et l'État, personne ne fait rien. Justement, la question fatidique qui est posée par toute la population, qui est est-ce qu'il n'y a pas on ne veut pas remplacer la population mahoraise? Ça, c'était la question qui était posée. Ce n'est même plus une question, c'est une évidence. Pourquoi? C'est une évidence. Pourquoi? Parce que quand vous voyez que toutes les femmes mahoraises, toutes les familles mahoraises vont accoucher ailleurs, et que chaque jour, il y a des femmes, des milliers à l'hôpital de Mayotte à la plus grande natalité de France. Les femmes mahoraises vont accoucher, tous nos enfants de la génération des années 80 descendants sont nés à La Réunion ou en métropole. Parce que maintenant, quand vous y allez, on se cache même pas. On vous dit, puisque vous avez une carte vitale et puisque vous êtes mahoraise et que si vous pouvez, achetez votre billet et partez. Parce que vous n'aurez pas un rendez-vous ou un soin avant temps. Donc, quand vous voyez, vous avez un métier bien placé, vous êtes obligé de prendre un congé sabbatique ou tout simplement démissionner pour aller vous soigner ou pour aller accoucher ailleurs. Je peux vous dire qu'en ce moment-là, à ce moment où je vous parle, le taux d'enfants nés à Mayotte de parents étrangers est beaucoup plus élevé que les enfants nés à Mayotte de parents mahorais à Mayotte même. Ils sont tous nés ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui a été... Parce que sinon, pourquoi régulariser? Pourquoi accepter surtout? Je voyais, moi, j'ai vu 2 ou 3 fois où il y avait eu des bateaux sri-lankais qui arrivaient à La Réunion. On les a vus au loin. Les forces de l'ordre sont allées vers eux pour les accompagner ici, pour mener des procédures pour les renvoyer. Eh bien, Mayotte, non. Même quand la population, parce que tellement la population est excédée, débordée, que les associations font des rondes pour arrêter eux-mêmes, c'est quoi ça? Et quand ils appellent les forces de l'ordre, ils les mettent dans leur voiture, ils les amènent, mais on n'en entend plus parler. Il n'y a pas de reconduite, il n'y a rien. Donc c'est bel et bien organisé. On ne sait pas pourquoi, puisqu'à Mayotte, c'est le seul département, le seul territoire français depuis 1841 où à chaque fois on vient poser la question à la population, voulez-vous rester français? À chaque fois c'est oui. On recommence dans 10 ans, voulez-vous rester? Donc on suppose qu'ils ont prévu un autre référendum dans 10 ans pour dire voulez-vous, et en sachant qu'à ce moment-là nous serons forcément minoritaires, donc ils auront la réponse peut-être espérée depuis tant. Enfin c'est ce que je me dis, la militante que je suis. Il y a aussi la dénonciation de la population qui disent que c'est les élus de Mayotte qui aussi sont complices de ce remplacement de la population. Complices, je ne sais pas, mais totalement adhérents. Et ils y participent largement, puisque aucun maire ne se lève pour demander l'aide du préfet. Par exemple, en ce moment, il y a une loi qui est sortie qui dit qu'un préfet peut démolir un banga en construction sans attendre l'avis de la justice, parce qu'à savoir que dans ces drames-là, il y a des conflits communautaires. Pourquoi? Nous, on arrive. Il y a ce parcelle-là qui est vide. On s'installe. Imaginez déjà la situation à La Réunion, les Maoris qui arrivent, qui louent, même si c'est dans des conditions, mais ils louent quand même, ils payent. Vous voyez? Et ça excède quelque part. Quand ils s'installent tous dans un quartier. Mais imaginez si on arrive, au lieu d'aller louer une maison, ou même si c'est avec un marchand de sommeil, mais on paye. Nous, on arrive, il y a ce terrain-là, on ne sait pas à qui il appartient, mais on remarque qu'il y a un nid de rivière sur le bord. On s'installe et on met des bangas. Le maire est au courant, il voit qu'il y a une construction qui se fait, il s'en fiche. Les propriétaires vont aller alerter la mairie et la police, il n'y a rien qui se fait. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On vient nous demander de payer des avocats, de payer jusqu'à ce qu'on ait un jugement favorable. Et quand le jugement est favorable, il faut qu'on paye un huissier, payer des indemnités à hauteur de 400 € par banga pour pouvoir démolir les bangas. Et imaginez, vous voyez? Donc, moi, je dis les maires sont premiers responsables de cette situation, parce que le préfet a bel et bien dit, même dans les médias, quand vous voyez un banga se construire, interpellez-moi. Et je pense que c'est pas à moi de le faire, c'est au maire. Et je fais démolir ce truc avant que les gens s'installent. Mais ils laissent s'installer les gens. Pourquoi? Parce que la plupart, ils ont des enfants majeurs maintenant qui votent. Donc, eux, ils remarquent, ils voient que tous les Mahorais sont partis ailleurs. Parce que le Mahorais, même quand il a déjà sa maison, son travail, à force de se faire cambrioler ou agresser ou persécuter, il part. Il laisse tout, il part. Donc, eux, ils savent qu'au niveau des élections, ils ont quelque chose à prendre là-dessus.
Parce que même si celui qui vient d'arriver, mais il a sûrement un cousin qui est né là ou qui a déjà ces papiers-là qui peut voter. Donc, les élus nous laissent tomber et même les élus mènent une guerre sans merci aux collectifs et aux associations de défense. Alors là, on est leur bête noire. Comment ça? Eh bien, ils font tout pour diaboliser déjà le collectif. Même dans les médias, ils se permettent... d'investigation qui sont actuellement, même hier ou avant-hier, on a vu sur Mayotte Première, un dossier d'investigation où justement on voit Mayotte et on voit ces personnes-là qui arrivent. C'est plus anglais sur le côté que ces personnes... On voit la misère de ces personnes, mais on ne voit pas justement la misère des familles mahoraises qui se retrouvent finalement aujourd'hui expulsées de chez eux et qui, au final, se retrouveront ni à Mayotte ni ailleurs parce que là où ils vivent, ils ne sont pas forcément bien, ils ont peut-être envie de revenir. Vous voyez, dans l'actualité, on a là récemment une jeune femme qui a été écrasée, elle est morte accidentée sur les routes là-bas à Mayotte, en France. Quelque chose. Quand on a eu la départementalisation ici, je fais partie des gens qui ont fêté ça en grande pompe, c'est passé dans les médias avec la population mahoraise. Tout le monde, absolument tout le monde disait, on va retourner chez nous. Pourquoi? Parce qu'avant l'immigration, pour venir à La Réunion, à la métropole, c'était quoi? Pour pouvoir donner une chance à nos enfants d'être éduqués, parce qu'on n'avait pas les lycées ni l'université à Mayotte. Mais quand on a entendu département, absolument, même les petits-enfants qui ne sont jamais allés, qui sont nés ici, ils étaient contents, on va enfin retourner chez nous. Eh bien, au fil des années, il y a ceux qui avaient déjà bien réussi, qui ont fini leur maison et tout, ils sont retournés. Il y a les enfants qui avaient déjà eu leur diplôme de la génération de Shakila qui sont retournés pour travailler. Elle en fait partie. Eh bien, quelques années après, moi qui suis restée, parce que moi, je me sentais pas pris, mes enfants étaient encore petits, mais je les vois revenir. Ça me désole. Pourquoi? Parce que je vois que ces gens-là, ils avaient déjà leur maison bien faite, qui ne louent pas. Je vois que ces gens-là, ils avaient déjà leur travail, ils avaient réussi leur vie. Et arrivaient là-bas en vacances, je les voyais avec leur grande voiture et tout. Mais à un moment donné, ils se disent, voilà, j'en peux plus. On peut pas aller se soigner. Quand tu te fais cambrioler 2 fois, ou 3 fois tu dors chez toi. Moi, j'ai vécu ça. Et les gens quittent leur maison, leur travail pour venir être sous les allocations à La Réunion. Moi, ça me révolte. Parce que moi, je me disais, derrière, on a essayé de convaincre la nouvelle génération, dire voilà, vous avez vos diplômes, descendez, faire développer Mayotte. Et quand je vois les autres revenir, j'ai pas envie que mon enfant descende. Et on nous dit qu'il n'y a pas assez d'ingénierie à Mayotte, parce qu'on nous pousse à partir. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus, je n'accepte pas. Je ne pourrais pas rentrer chez moi parce que on s'est déjà fait cambrioler plusieurs fois. Notre maison, c'est la maison de... Oui, et ça non plus, je n'accepte pas parce que Mayotte est un territoire, un département français. Quand on me est élu, comme la ministre dit qu'il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte, pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas d'ingénierie en France. Parce que qui empêche l'État d'embaucher comme il le fait à La Réunion, on envoie des fonctionnaires venus d'ailleurs pour faire les travaux nécessaires au développement. Pourquoi on ne le ferait pas pour Mayotte? Pourquoi absolument, je ne savais pas que pour faire votre maison, il fallait que vous soyez vous-même maçon, plombier pour pouvoir le faire. Vous pouvez très bien engager quelqu'un pour le faire et le payer parce que chaque personne a son métier. Donc, quand la ministre dit qu'il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte, non seulement c'est faux, on a des jeunes très diplômés mais qui ont peur de retourner au pays. Quand j'entends dire qu'il n'y a pas d'ingénierie à Mayotte, c'est déjà faux parce qu'il y a, mais ils n'osent pas, et on ne met pas les conditions pour. Mais aussi, Mayotte, c'est la France. Pourquoi cette ingénierie doit absolument venir de Mayotte? Après, il faut voir que les dirigeants ne sont pas prêts à laisser la place. Je disais, les élus diabolisent le collectif. Pourquoi? Au niveau de la population, ils le font passer pour les pires racistes du monde parce qu'ils dénoncent tout ce qu'ils vivent chaque jour. Mais au niveau de l'État aussi. Vous avez toute une population qui est descendue dans les rues un mois, qui n'est pas au courant. Les mamans qui dormaient sous la pluie, qui dormaient nuit et jour dans chaque carrefour de Mayotte. Et vous avez l'État qui réagit 30 jours après. Et vous avez les élus qui vont en comité en écartant complètement le collectif et la population qui a mené cette action, qui vont pour donner leur projet à eux, pour faire en sorte que le gouvernement croit que les gens qui sont dans les rues, c'est des fouteurs de troubles, pour faire en sorte qu'on ne les écoute jamais. Là, le président se déplace à Mayotte, tout le collectif se réunit pour demander audience, ce qui ne devrait pas être le cas, puisque, étant donné la situation particulière de Mayotte, ces femmes et ces hommes qui sont dans les rues chaque jour, qui se battent
pour Mayotte mérite un peu plus de respect que ça. Donc, maintenant que le président se déplace sur Mayotte, c'était à lui, puisqu'il ne les a jamais reçus ni écoutés, de demander à rencontrer ces gens-là. Mais non, c'est le contraire. C'est eux qui ont demandé audience et qui ont été tout simplement ignorés et rejetés. Est-ce qu'on peut dire que les élus défendent leurs acquis, c'est-à-dire leurs primes et tout? Ils défendent leurs primes, mais ils tiennent à cacher leur magouille. J'assume me dire, hein, ils tiennent à cacher leur magouille. Parce que quand on entend les chiffres faramineux qui sont donnés à Mayotte pour, par exemple, faire l'aéroport de Mayotte, et que vous débarquez à Mayotte et il y a un peu de pluie, l'aéroport est inondé jusqu'à l'intérieur. Sociaux, malheureusement. Vous êtes dans l'aéroport, il vous faut un parapluie, vous voyez. Quand vous voyez la gare maritime, vous entendez les chiffres avancés pour faire cette gare maritime, et qu'une fois dedans, vous avez l'impression de vous retrouver dans un petit parc à moutons, vous voyez. Et quand vous voyez une ville comme Mamoudzou qui donne énormément de grands chiffres pour la lutte contre la délinquance, l'insalubrité, les ventes à la sauvette. Et quand vous arrivez au marché à Mayotte, vous sortez de la barge, c'est la porte d'entrée de la Grande Terre, et que vous marchez sur les vendeurs à la sauvette, les tomates, les oignons, les sandwichs qui sont vendus par terre. Vous voyez, là, en ce moment, comme il y a l'arrivée du président, c'est tout nettoyé. Il n'y a plus rien. Mais quelque part, ils cherchent, parce que si rencontrer le collectif dit aller vers les problèmes de Mayotte. Et les élus ne veulent pas que l'État entende ça. Ils veulent montrer que le côté positif, le peu qu'ils ont réussi à Mayotte. Finalement, si on doit faire une conclusion à ça, quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que Mayotte, comme un auteur de chez nous nommé Mahmoud Azahari l'a dit, il a écrit un ouvrage qui est sorti, qu'on m'a dédicacé d'ailleurs, mais que j'ai oublié d'amener. Mayotte est une île en souffrance. D'ailleurs, j'ai mal fait de ne pas vous amener ma chanson là-dessus. On reverra, j'aurai l'occasion de le entendre. Il faut aller sur YouTube. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Amina Djoumali Hadji. En tout cas, on va essayer, nous, de suivre un petit peu les événements, comment ça se passe à Mayotte, voir un petit peu comment, sur l'île, au parfum, nos compatriotes mahorais vivent actuellement cette transition, qu'est-ce qui se passe et quel est l'avenir qui leur est réservé. Merci à vous deux. Merci en tout cas pour ces informations. Je pense qu'on tombe un petit peu des nues, car on ne maîtrisait pas ces informations. On aura l'occasion donc de l'approfondir. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lilane.